Bonsoir à tous. En plateau avec moi ce soir, le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochat, qui ce soir aura à répondre à quelques questions, des questions qui vous intéressent, des questions que vous vous posez. Et puis, nous aurons l'occasion aussi rapidement de faire un petit tour sur une question, on va dire, qui préoccupe les Guadeloupéens. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir. Voilà, donc aujourd'hui, on a l'impression que la question de l'Ukraine prend le dessus sur l'épidémie Covid. Alors, faut-il s'en inquiéter? De l'Ukraine, vous oui. voulez dire? Oui, je crois que la situation en Europe est une situation qui est aujourd'hui inquiétante. D'ailleurs, le président de la République s'est prononcé. C'est pas anodin. Demain, à l'heure de métropole, il adressera un message aux parlementaires, à l'Assemblée et au Sénat. Voilà, on est dans une situation clairement préoccupante dans la situation en Europe, puisque ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu de situation de conflit et de guerre, qui est celle qui est aujourd'hui le cas entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Donc oui, effectivement, c'est préoccupant. Donc il faut plutôt aujourd'hui se pencher vers ce qui se passe en Ukraine plutôt que de s'inquiéter du coronavirus. On peut dire qu'il est juste derrière nous. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, c'est un des problèmes que nous avons aujourd'hui avec cette société de l'information, où on ne s'occupe que d'une seule information. Notre vie, elle est faite de multiples informations et de multiples données. Il y a évidemment la situation internationale avec l'Ukraine qui est importante et ses conséquences sur le prix du carburant, sur une situation de conflit en Europe, alors que, comme je l'ai dit, ça fait très longtemps que ça n'a pas eu lieu, mais il y a aussi, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de faire attention à la situation que nous avons ici en Guadeloupe, puisque c'est celle qui nous préoccupe aussi aujourd'hui, et notamment celle du Covid, parce que même si ça baisse beaucoup, et j'en suis très content, j'avais une conversation juste avant de venir sur le plateau avec quelqu'un qui me disait qu'il fallait souligner que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens obéissaient aux règles qu'on leur fixait et que c'était comme ça qu'on arrivait à passer les crises, je le dis, oui, effectivement, c'est comme ça qu'on a passé cette 5e vague. Elle n'est pas encore complètement derrière nous. Il reste encore, on a à peu près une centaine de personnes qui sont contaminées par jour, donc ça veut dire qu'on a toujours des gens contaminés, mais c'est en train de s'atténuer. Il faut juste qu'on fasse attention et qu'on continue à respecter un certain nombre de règles que nous avons définies ensemble avec les élus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir quelques chiffres concernant ce virus et surtout ce variant Omicron? Alors, le variant Omicron, c'est 100% des tests qui sont réalisés en ce moment en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui a vraiment pris toute la place Covid en Guadeloupe et dans les îles du Nord. On a un taux d'incidence, vous savez, c'est le nombre de personnes qui sont testées positives sur 100 000 habitants, qui est autour de 500, un petit peu au-dessus de 500. Il était de 1000 il y a une semaine. Donc, vous voyez qu'on est en train de baisser. Et c'est très bien parce que ça veut dire qu'on a de moins en moins de cas de gens Covid. On a un taux de positivité qui est autour de 10%. Donc vous avez 10 personnes testées sur 100 qui sont positives. Là aussi, on était monté à plutôt 25 quand on était au sommet de la 5e vague. Donc ça diminue, donc c'est très bien. Mais il y a toujours un chiffre qui est important. Vous vous souvenez, j'ai eu l'occasion plein de fois de m'exprimer sur le sujet de la Covid ici sur ce plateau. C'est le nombre de personnes à l'hôpital. Et on a encore entre 15 et 20 personnes en réanimation Covid. Donc ça veut dire qu'on a encore des gens qui sont en Covid. C'est la moitié des lits qui sont occupés. Donc des personnes qui avaient des comorbidités? Oui, la plupart du temps, ce sont des gens avec des comorbidités. Il n'y en a aucun qui est vacciné, qui sont aujourd'hui en réanimation avec des formes graves. Et ils ont des formes de comorbidité. Alors, Omicron est sûrement moins grave de façon générale, mais quand il touche des gens qui sont fragiles, eh bien, on a les mêmes conséquences que les autres variants. Est-ce qu'on doit penser à la 5e vague? On est en 5e vague. Est-ce que vous voulez penser à la 6e vague? On s'y perd. Oui, on doit forcément penser à la 6e vague. Alors après, on ne sait pas de quelle hauteur elle sera. On ne sait pas avec quel variant on aura cette 6e vague. J'espère que ce ne sera pas avec le variant Omicron. Ça voudrait dire qu'on a une remontée alors qu'on est en train de baisser aujourd'hui. Je dis ça parce que devant nous, on a quelques activités liées au carnaval sur lesquelles il va falloir quand même être vigilant. Il ne faudrait pas que dans 15 jours, on se retrouve avec une réaugmentation du nombre de cas Covid. Donc oui, on aura vraisemblablement une 6e vague. Ah oui. Oui, parce qu'on a un niveau de protection qui est, comme vous le savez, qui dépend de deux choses. Notre niveau de protection, il dépend de notre immunité acquise. Tous les gens qui ont été contaminés, donc ils sont immunisés pour les semaines et les quelques mois qui vont suivre leur contamination, et puis le taux de vaccination qui reste autour de 50%. Lorsqu'on a vécu Omicron, on peut se dire que le variant qui va arriver derrière sera, lui, peut-être encore
plus gentil, entre guillemets, qu'Omicron? Moi, je ne m'engagerai pas sur ce genre de choses, je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas du tout s'il y en aura un et ce que sera ce nouveau variant s'il devait en avoir un. D'accord. Alors, sommes-nous, honnêtement, Monsieur le Préfet, à la fin de vie du pass vaccinal? Alors, je vais répéter ce que j'ai dit hier parce que c'est important. Pour l'instant, on a décidé de repousser l'application du pass vaccinal en Guadeloupe au-delà du mois de mars, c'est-à-dire à la fin du mois de mars à minima. Et j'ai invité les élus à ce qu'on puisse se retrouver à la mi-mars, donc autour du 15 mars, pour qu'on fasse le point sur l'application de ce pass vaccinal en Guadeloupe. À la mi-mars, on aura des éléments importants dans notre connaissance. Premièrement, l'arrivée du vaccin Novavax, qui n'est pas un vaccin ARN messager, qui est un vaccin classique, qui devrait arriver en Guadeloupe autour du 5 mars. Et donc on verra s'il y a un engouement pour ce vaccin, donc on verra le taux de vaccination. On aura l'évolution de l'épidémie autour du 15 mars, c'est ce que je disais juste avant, il faut qu'on soit vraiment en baisse de l'épidémie. Et puis on aura un élément qui est important, que tout le monde a bien conscience, qui sera l'évolution possible de la réglementation nationale. Et donc avec ces trois éléments, on décidera de l'application du pass vaccinal et la date d'application s'il doit s'appliquer. Alors, la Commission des affaires sociales du Sénat appelle à la suppression rapide, je dis bien rapide, du pass vaccinal en s'appuyant sur le fait que sur un mois, les résultats n'ont pas été probants. Donc, selon cette commission, il faut vraiment ne plus aller dans cette voie-là parce que ce n'est pas une voie porteuse. Mais ça correspond à ce que je vous dis, puisque ça, c'est une recommandation que le gouvernement va étudier. Et donc, il y aura un résultat de cette décision autour de la mi-mars. Enfin, je rappelle qu'en Guadeloupe, il n'est toujours pas appliqué le pass vaccinal. On a décidé de le repousser jusqu'à la fin mars. Donc, peut-être qu'il ne sera pas appliqué. On ne sait pas. Moi, pour l'instant, on le prévoit de l'application fin mars. D'accord. Alors, il y a eu un travail effectué qui peut-être continue, vous nous le direz, de l'instance d'écoute et de dialogue qui avait à charge de convaincre les professionnels de santé non vaccinés et en suspension de se faire vacciner. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors apparemment, les premiers effets se sont fait sentir très rapidement. Où en est-on exactement et quels sont les chiffres des personnes qui ont été convaincues? Alors, il y a eu 628 personnes, je crois, de mémoire, qui ont décidé de rentrer dans ce dispositif, mais il y en a seulement 444, très exactement, qui ont décidé d'aller au rendez-vous et d'avoir cette instance de dialogue et d'écoute. Sur ces 444, il y a 160 personnes qui finalement ont décidé de rentrer dans le schéma de la vaccination. Il y en a 160 qui ont décidé de demander à être accompagnés pour soit avoir une rupture conventionnelle de leur contrat ou de leur travail qu'ils avaient jusque-là, soit d'être accompagnés avec une formation pour avoir une reconversion professionnelle. Et donc sur ces 160, on a 30, je vais vous dire des bêtises, entre 30 et 35 personnes qui ont demandé une rupture conventionnelle. Donc on est en train de travailler. C'est plus nous, c'est maintenant les DRH des établissements qui sont en train de travailler avec ces gens pour négocier une rupture conventionnelle qui sera une rupture conventionnelle majorée, c'est-à-dire qu'on prendra en compte dans la détermination de l'indemnité la surrémunération qui est assurée jusqu'ici. D'accord, donc rupture conventionnelle, mais aussi peut-être une reconversion. Ou reconversion avec une formation et donc toute une période où on va assurer l'accompagnement, donc avec la rémunération des gens qui seront en formation avant leur reconversion. Donc on peut dire quand même que pour les soignants, l'obligation vaccinale continue. Elle ne peut pas, ça peut difficilement en être autrement. Aujourd'hui, on a plus de 95% des gens qui satisfont à l'obligation vaccinale parmi les personnels de santé. Donc on a de toute façon une application de cette obligation vaccinale. Voilà, donc vous avez dit que le vaccin Novavax arrivera sur notre territoire, on peut dire fin mars? Non, le 5 mars. Le 5 mars. Alors, on confirmera, mais il devrait arriver sur le territoire le 5 mars, et donc le temps qu'il soit mis à disposition à la fois des pharmaciens, des médecins en ville et des centres de vaccination, ça devrait être à compter du 7 mars, donc le lundi qui suit. Mais on confirmera avec le directeur général de l'ARS. D'accord, donc il y aura le Novavax, mais il y aura aussi le Pfizer, Moderna. En fait, on pourra choisir à ce moment-là? C'est ça le principe, c'est qu'on peut choisir soit le Pfizer et le Moderna qui sont sur ARN messager, soit le Janssen qui existe encore mais qui est limité en âge, vous savez, il faut avoir plus de 55 ans pour pouvoir avoir cette injection, soit le Novavax qui lui n'a pas de restriction d'âge. Alors, dans l'Hexagone, il y a
en tout cas une injonction, je vais dire, du gouvernement qui dit que jusqu'à 30 ans, on peut donner, en tout cas, faire en sorte que ces personnes puissent avoir accès au Pfizer. Et après 30 ans, c'est forcément le Moderna. Est-ce que ça s'applique ici en Guadeloupe? Non, ici on est toujours Pfizer pour quels que soient les âges. Et Moderna si on le souhaite. Mais il n'y a pas de... Non, parce qu'en fait c'est des questions de stock. Et nous ici on n'a pas de difficulté de stock. D'accord. Donc ici, ça ne s'applique pas. Maintenant, parlons du carnaval. Le carnaval de dimanche dernier, est-ce qu'on peut avoir les chiffres réels du nombre de personnes qui étaient présentes? On pense, mais c'est compliqué parce que c'était la nuit. On pense qu'il y avait 15 000 personnes qui étaient présentes à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, entre les carnavaliers et les spectateurs. 15 000 personnes. 15 000 personnes. Présent. Alors, quel a été votre regard sur le déroulement de ce carnaval? Alors déjà, est-ce que vous avez assisté à un déboulé ou à un carnaval? Est-ce que vous avez pris le temps d'y aller? Alors, j'ai regardé celui qui passait à Basse-Terre. D'accord. Mais pas celui de Pointe-à-Pitre, pas le déboulé de Pointe-à-Pitre. J'ai été, en fait, c'est assez paradoxal. J'étais très content que les gens puissent organiser, participer à ce déboulé et à ce carnaval, enfin à ce déboulé de carnaval qui est la prémisse du carnaval que nous aurons dans les jours gras, puisque on sent bien qu'il y a une vraie attente, un vrai besoin après toute cette période dans laquelle on a été confiné, plus ou moins restreint dans ses activités. Et donc ça, je suis très content de pouvoir permettre ce genre d'activité. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on reste toujours vigilant. Alors on va dire que j'ai toujours ce discours à la bouche, mais voilà, moi je suis là pour regarder et pour vérifier qu'on ne va pas avoir à nouveau une reprise de l'épidémie. Et donc il faut toujours être vigilant sur l'application le plus possible des gestes barrières et l'application du masque, qui sont les deux éléments qui sont à mon avis les plus importants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille avec les groupes et les fédérations de carnaval pour justement les inscrire dans ce schéma, c'est-à-dire avec des parcours que nous travaillons ensemble, avec des endroits où il n'y a pas trop de concentration de personnes. Et on a, mardi dernier, distribué 10 000 masques pour que justement les carnavaliers et les spectateurs puissent avoir un usage de ces masques pendant les activités de ce week-end. De la même façon, on a demandé aux groupes carnavaliers de pouvoir organiser des tests, soit des tests qui sont toujours gratuits, je le rappelle en Guadeloupe, les tests PCR ou antigéniques, soit des autotests. Et d'ailleurs, on a mis à disposition 2000 tests mardi aussi gratuitement avec Carrefour pour que les gens puissent se faire tester. Je signale que dimanche, il y a 8 jours et dimanche dernier, il y a eu plus de 5000 tests qui ont été faits. 5000 tests un dimanche, ce sont forcément les carnavaliers qui l'ont fait. Et je les en remercie parce que c'est important aussi de pouvoir se faire tester avant de participer à ce genre de choses. Comme ça, on évite, si on a le Covid, malheureusement, de contaminer les autres. D'accord, donc le carnaval, vous savez, l'importance que ça a en Guadeloupe. Et les carnavaliers ont dit qu'il n'était pas question de toute façon qu'il n'y ait pas de carnaval. Et vous avez donc fait en sorte que ça se fasse. Mais dans le déroulement même du carnaval, il y a quand même beaucoup de personnes, puisque les gens avaient envie d'y aller. Oui. Pas forcément des gens avec les masques. C'est ce que j'ai dit, oui. Et aussi, concernant l'heure qui avait été, en tout cas l'heure du couvre-feu, le 22h, 23h, on va dire, on a vu que ça n'a pas été respecté. Alors, est-ce que, monsieur le préfet, pendant cette période du carnaval, il faut garder justement un couvre-feu de 23h à 5h du matin, sachant que le carnaval se déroule plutôt le soir et tardivement jusqu'à 1h, 2h du matin? Non. Avec les groupes de carnaval, on a justement travaillé sur les horaires. Et en fait, ça a très peu débordé dimanche. Les gens qui ont débordé, ce n'étaient pas des groupes qui souhaitaient vraiment s'inscrire dans les déboulés ou dans le schéma qui avait été mis en place. D'ailleurs, on a eu quelques difficultés avec des gens qui ont essayé de barrer une rue dans Pointe-à-Pitre dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on n'était pas dans le même esprit. Concrètement, ça a peu débordé après 23h. D'ailleurs, le couvre-feu a été repoussé à 23h oui. Pour que justement on puisse s'inscrire le carnaval dans ce créneau horaire. Après, on est encore dans une période où, comme je l'ai dit, le virus circule. Il y a un certain nombre il y a encore des gens qui sont à l'hôpital, on a encore des gens qui sont contaminés, donc il faut qu'on reste le plus vigilant possible. C'est pour ça qu'on continue à appliquer le couvre-feu. Donc, vous dites 23h, c'est 23h? Oui.
23h, c'est 23h. Alors, est-ce que vous avez la possibilité de faire respecter cet mais on le horaire? fera. Mais moi, je fais confiance. Je vous assure, dimanche dernier, il y a eu très peu de débordements. Et donc je fais confiance parce que les groupes, il y a eu une réunion qui est en cours là, avec les groupes carnavalesques, qui est mon directeur de cabinet, où justement ils sont en train de recaler les horaires pour que les horaires se commencent plus tôt, pour que la nuit tombe tôt. Donc en fait, en commençant tôt, on peut jusqu'à 23h, on peut avoir ces activités de nuit. Maintenant, selon ce que vous avez avancé comme consigne, et j'aurais voulu que vous puissiez nous éclairer, vous avez dit pas de danse en tout lieu, donc il n'y a pas pas de soirée dansante. Pas de soirée dansante. Pas de soirée dansante. Oui. Ça, c'est une consigne qui demeure. Donc c'est pour ça que les discothèques ne sont toujours pas ouvertes. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de danser encore dans les bars. Ça viendra. Voilà. Moi, j'espère que concrètement, la prochaine étape de la fin du confinement, on libérera toutes ces activités. Il faut juste qu'on soit descendu en dessous des seuils d'alerte. Ouais. Donc, vous faites confiance aux carnavaliers et vous dites que tout va se passer. Je ne dis pas que tout va se passer très bien, je fais confiance à la responsabilité de chacun. Voilà, alors maintenant parlons d'économie et on a bien vu qu'il y a des chefs d'entreprise qui tirent la langue, il y en a qui ont dû mettre la clé sous la porte. Donc sur le plan économique, est-ce que l'État poursuivra donc l'aide aux entreprises ou est-ce qu'on peut s'attendre à être dans une situation où l'État ne pourra plus aider, ne pourra plus dire « je suis aux côtés des chefs d'entreprise », puisque lorsqu'on regarde la dette de l'État, on peut quand même être inquiet et s'interroger. Oui, ça sur la notion de dette de l'État, on est sur des choses qui sont d'une dimension qui est extrêmement importante. Il faut ramener ça à l'échelle. 2834 milliards d'euros. Oui, non, mais bien sûr. L'État a dépensé pour les entreprises en Guadeloupe, au titre pour aider pendant toute la crise Covid, 1,2 milliard d'euros au profit des entreprises de Guadeloupe. Je redis les chiffres de tête, mais 250 millions d'euros pour le fonds de solidarité, 250 millions d'euros qui ont été distribués pour le fonds de solidarité. Ça, c'est directement pour les entreprises. 180 millions d'euros au titre de l'indemnité pour les activités partielles. Ça, c'est directement pour les salariés des entreprises, pour qu'ils ne perdent pas leur salaire alors qu'il n'y a plus d'activité. Et plus de 700 millions d'euros de prêts garantis par l'État. Donc plus d'1,2 milliard d'argent public de l'État qui ont été distribués aux entreprises de Guadeloupe. Donc vous voyez que c'est pas rien. C'est ça d'ailleurs qui a permis, je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment on est en train de faire le point avec les greffes du tribunal de commerce. Et il n'y a quasiment pas de procédures de sauvegarde qui ont été mises en œuvre en 2021. 2020 et 2021. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tenu toutes les entreprises qui étaient en difficulté avant la crise et qui auraient été d'ailleurs soumises à cette procédure si on n'avait pas eu d'aide économique, mais même sans crise Covid, on les a soutenues à bout de bras avec les finances publiques et je suis donc très pas content de fermeture d'entreprise. Il y a eu très peu de fermetures et d'ailleurs on ne voit pas une augmentation de ce nombre de procédures en ce moment. C'est important parce que c'est un indicateur qu'on suit. Et pour répondre à votre question, l'État va continuer l'aide aux entreprises. Simplement, on fait évoluer les choses. Du fonds de solidarité qui était un guichet d'accession pour les entreprises qui perdaient du chiffre d'affaires, on est en train d'essayer de travailler avec eux pour les restructurer, pour leur faire tenir la suite, pour les préparer pour l'avenir. Donc on a fait évoluer le fonds de solidarité pour transformer ça pour une aide sur les coûts fixes et sur le fait que les entreprises ont du mal à payer leurs coûts fixes parce qu'ils ont des problèmes de chiffre d'affaires qui a diminué. Et donc voilà, on a fait basculer et on continue à aider les entreprises. Ouais. Donc pas de raison de s'inquiéter, ces entreprises ne vivront pas une période de vache maigre. Il y a forcément toujours des raisons de s'inquiéter. Il faut que les entreprises, même si on les aide, elles aient du chiffre d'affaires et elles fonctionnent. On ne pourra pas tenir des entreprises qui sont sur un secteur qui ne fonctionne pas ou parce qu'elles ne sont pas restructurées et donc ne sont pas adaptées au marché. En revanche, on continue à les accompagner et on continue à les aider. Alors maintenant, parlons de l'eau, puisque le problème de l'eau demeure. Plusieurs communes sans eau, sur la région de Basse-Terre notamment. Où en est-on exactement, monsieur le préfet, concernant le SMO et cette avancée sur le dossier de l'eau? On n'en parle plus trop, mais où en est-on? Vous n'en parlez plus beaucoup, mais moi j'en parle quasiment tous les jours avec le président du syndicat mixte, avec les entités qui sont là pour travailler avec lui, avec les anciens opérateurs de l'eau qui doivent liquider l'ensemble de leurs activités.
On est vraiment dans un processus qui est compliqué, mais qui avance, et le syndicat mixte, le SMG-EAG, est celui qui maintenant est compétent pleinement pour la gestion de l'eau. D'ailleurs, c'est lui qui est en train d'essayer de résoudre les problèmes de l'eau en Sud-Basse-Terre que vous mentionnez, qui ne sont pas des sujets sur ces sujets de sa responsabilité aujourd'hui, mais enfin, la situation, c'est une situation dont il hérite, qui était de la responsabilité des anciens opérateurs de l'eau. Et donc le travail est en cours. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'eau. C'est d'ailleurs assez paradoxal quand on est en Sud-Basse-Terre, alors qu'on a la Soufrière qui est un réservoir d'eau qui est juste au-dessus de soi. Mais le travail, en tout cas si j'en crois le syndicat mixte, le travail continue pour aller chercher les fuites, les détecter et les réparer. Et là maintenant c'est le syndicat mixte qui assure ces opérations, alors que jusqu'à présent c'était les réquisitions de l'État. Donc il y a un transfert en fait qui est en train de s'opérer. Mais le travail est en cours. C'est pas un travail qui est très simple, qui mobilise le syndicat mixte, qui mobilise aussi beaucoup d'opérateurs, et notamment les aides de l'État qui continuent avec la région et le département, puisqu'il y a un certain nombre d'opérations qui sont encore conduites par ces opérateurs-là, qui permettent d'avancer sur la structuration de ce syndicat mixte pour que demain, ce soit lui qui assure pleinement toutes ces missions. Pour l'instant, c'est trop tôt pour attendre, je vais dire, des améliorations. Il y en a. Alors évidemment, on montre ce qui ne marche pas, mais il y a d'autres améliorations qui existent, et notamment sur le bout du feeder, c'est-à-dire le bout de la canalisation, du côté de Sainte-Anne ou Saint-François, même s'il y a des coupures encore, mais la situation s'est améliorée. On peut parler par exemple du quartier de Modette à Sainte-Anne, qui a vu en fait l'eau arriver, alors que jusqu'à présent, avant que le syndicat mixte ne soit créé, on avait un problème de connexion entre la régie des Rénoc et le SIAG, et on n'arrivait pas à alimenter en eau. Et bien, le syndicat mixte a permis de le faire, puisque c'est un syndicat unique. Maintenant, autre sujet, il y a vraiment beaucoup de sujets et nous sommes ensemble pour une demi-heure. Vous aurez l'occasion de revenir. Alors, est-ce qu'on peut avoir des chiffres concernant l'année 2021, concernant les accidents de la route? Quels sont les vrais chiffres? Parce que vous pensez qu'il y a des faux chiffres? Quand je dis vrais chiffres, mais des chiffres au plus près de la réalité, des chiffres jusqu'en décembre, par exemple, 2021. 65 morts sur les routes. Combien? 65 en 2021. C'est 14 de plus qu'en 2020. Alors que 2021 était une année où on a été confiné, on a eu un couvre-feu et on a moins circulé. 65 morts. Plus de 550 accidents graves. Et je crois, plus de 550 victimes graves d'accidents de la route et plus de 430 accidents graves. En fait, quand vous regardez le réseau de circulation, le nombre de kilomètres, vous imaginez que vous avez un blessé grave tous les kilomètres à peu près. Si vous voulez avoir une image. Mais 65 morts. C'est partout en France métropolitaine et ultramarine, le nombre de morts a baissé en 2021 par rapport à 2020, sauf en Guadeloupe, où il a augmenté. Pourquoi ? Eh ben, moi, je m'interroge aussi. Vous savez que le sujet de la sécurité routière, c'est un sujet que j'ai traité dans mes précédentes fonctions. J'étais délégué adjoint à la sécurité routière au niveau national. Et je suis très, très interrogatif, en fait, sur cette situation. Qu'est-ce qui coince ici en Guadeloupe ? Je pense qu'il y a une multitude de choses qui ne fonctionnent pas. Alors, premièrement, on peut dire que c'est le réseau, mais en fait, le réseau routier, même s'il est, à certains endroits, il est dégradé, c'est pas lui qui est responsable des accidents. On peut dire que c'est à cause des véhicules, mais en fait les véhicules, il y en a quelques-uns qui ne sont pas entretenus, on a quelques sujets de contrôle technique qui ne sont pas faits, mais ce n'est pas ça la cause des accidents. La majeure partie, 90% des accidents ici en Guadeloupe ont une cause humaine, c'est-à-dire c'est une faute de comportement. Et puis sur les 65 morts, il y en a la moitié qui sont victimes en fait, qui sont des victimes. Ce sont des gens qui ont subi un accident, ce n'est pas eux qui sont responsables de l'accident. Ils étaient piétons, ils étaient à vélo, ils étaient parfois à moto, ils étaient passagers de la voiture qui a eu l'accident, ils étaient dans une voiture qui est en face de la voiture qui leur est rentrée dedans. La moitié des gens sont des victimes. Et je pense que c'est ça le sujet aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on ne prend pas assez conscience du fait qu'il y a un risque très fort d'être sur la route. Et qu'on a donc, quand on est sur la route, il faut qu'on soit prudent parce que soi-même on peut avoir un accident, mais surtout on peut avoir un accident qui peut être provoqué par un autre. Et c'est ce schéma-là qu'il faut qu'on arrive à faire rentrer dans l'esprit de chacun. Et comme on n'arrive pas à l'expliquer, eh ben j'ai décidé qu'on allait reprendre tout à la base en fait. Voilà, je pense qu'on a un sujet, donc on va lancer à la mi-mars des assises de la sécurité routière. Alors derrière ce grand mot, c'est quoi ? C'est qu'on va réunir tous les acteurs en fait, tous les gens qui connaissent ce qu'est la sécurité routière, qui connaissent ce qu'est la circulation, la mobilité, ce qu'est un véhicule, ce qu'est l'enseignement, ce qu'est de la communication, de la sensibilisation, pour que justement on réfléchisse ensemble à
pourquoi est-ce qu'il y a ces accidents et comment on peut y remédier, quels sont les messages qu'on peut déployer, quels sont les messages qui portent et qui seront entendus par les gens qui prennent des risques sur la route en Guadeloupe, parce que je veux que ce soit vraiment adapté à la Guadeloupe et à notre situation ici. Je sais qu'on n'aime pas les comparaisons, mais avec la Martinique, on a 2 fois plus de morts, par exemple, avec un réseau routier qui est à peu près équivalent. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un constat d'échec concernant les radars? Non, c'est pas un constat d'échec parce que partout où il y avait des radars, et quand les radars fonctionnaient avant qu'ils ne soient détruits par des criminels, partout où il y avait des radars, il n'y avait pas d'accident parce que les gens ralentissaient. Et c'est ça l'objectif d'un radar, c'est faire ralentir. La vitesse la vitesse qui est non maîtrisée ou qui dépasse la limite de vitesse, il est responsable de la majorité des accidents ou en tout cas à chaque fois de la gravité de l'accident. Quand vous rentrez dans une voiture à 20 km/h, c'est beaucoup moins grave que quand vous rentrez dans une voiture à 110 km/h. Voilà. Donc la vitesse, c'est un facteur aggravant. Quand on aura compris ça, on comprendra l'intérêt des radars. Donc je pense qu'on a besoin d'expliquer les choses, on a besoin de faire comprendre les choses et on réinstallera des radars J'allais vous poser la question. Oui, on réinstallera des radars comme d'ailleurs on demande. Vous remplacerez ceux qui ont été détruits? Bien sûr. Peut-être qu'on va retravailler sur la carte. Peut-être qu'on va travailler sur la cartographie à l'occasion des assises de la sécurité routière. Mais on les remplacera. Et puis aujourd'hui, on a des contrôles routiers qui sont faits par les gendarmes et les policiers, soit à partir de leur radar dans les véhicules, soit à partir de radars en bord de route. Et on a régulièrement des gens qui sont flashés à des vitesses qui sont extravagantes et qui sont extrêmement dangereuses. Alors, vous espérez vraiment arriver au bout de ce problème? Le sujet de la sécurité routière, c'est un sujet de longue haleine. C'est un sujet qui se traite. J'étais vendredi dernier, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a inauguré la piste d'éducation et de sécurité routière de Bémao. C'est une piste en fait à hauteur des enfants. Ça reproduit des routes avec des panneaux, avec des systèmes de priorité, de passage piéton, etc. pour des enfants. Et donc c'est un circuit qui peut être organisé. C'est pas un jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment un circuit d'éducation parce qu'en fait, il faut commencer dès le plus jeune âge cette sensibilisation et cette éducation. Et pourquoi c'est intéressant de le faire dès le plus jeune âge? Pour 2 raisons. Premièrement, parce que en fait, dès qu'on est enfant, on est usager de la route et donc on va sur cet espace collectif qui est dangereux pour tout le monde. Donc il y a des règles à connaître. Et puis quand on est enfant, on est prescripteur. On est une sorte de tour de contrôle dans la voiture de ses parents. Et on est là pour dire à son père ou à sa mère, mais pourquoi tu roules aussi vite? Mais pourquoi est-ce que tu mets pas ta ceinture de sécurité? Pourquoi est-ce que tu utilises ton téléphone? C'est dangereux. Et ça aussi, ce sont des messages qui doivent passer par tous les biais. Maintenant, parlons rapidement des prochaines élections présidentielles. Est-ce que vous êtes déjà projeté sur l'élection, sur l'organisation même de ces élections? Bien sûr. Alors, que va-t-il se passer concrètement? Je ne peux pas vous dire qui va être élu. Ça, je ne peux pas vous dire. Peut-être que vous pourriez. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. En revanche, vous dire qu'on est déjà en train d'organiser la préparation de la tenue de ce scrutin, oui. Ça fait déjà assez longtemps, puisqu'il y a toute une organisation matérielle, comme vous le savez. Il y a le travail qu'on doit faire avec les communes sur les listes électorales. Il y a le travail qui est en cours en ce moment de ce qu'on appelle le parrainage. En tout cas, le fait que les élus, il y en a 99 en Guadeloupe qui peuvent donner leur parrainage à un candidat potentiel aux élections présidentielles. Et puis il y a tout le travail qu'on doit faire de récupération des bulletins de vote, d'organisation de la logistique, puisque en fait derrière un scrutin, il y a énormément de logistique. Il faut amener ce qu'on appelle la propagande électorale, c'est-à-dire les dépliants ou les publications des différents candidats sur leur programme qu'on va distribuer, qu'on va envoyer par la poste ou qu'on va distribuer. La préparation des bureaux de vote avec les communes, puisque ça sera à l'intérieur des communes. Elles en ont l'habitude, on a tenu des élections il y a assez peu de temps, donc en fait elles ont cette habitude-là, mais c'est un scrutin d'un jour, et comme vous le savez, en Guadeloupe, comme dans la plupart des territoires d'ultramarins, on ne votera pas le dimanche, mais on votera le samedi. Donc en plus, il y a des règles un peu particulières que nous devons mettre en place. Donc tout ça est lancé depuis un certain temps. C'est en train de s'accélérer petit à petit, puisque là on est à 6 semaines, à 6 semaines du premier tour. Est-ce qu'il faudra quand même tenir compte des mesures barrières? Est-ce qu'on y est encore? Je ne peux pas vous dire, c'est encore trop tôt. Là si tout continue comme on le voit aujourd'hui, on ne sera plus dans une période Covid, ce que j'espère et ce qu'on espère tous. Ouais, on ne sera plus dans une période Covid. Bon, vous avez vraiment avancé des choses et qui peuvent certainement faire chaud au cœur aux Guadeloupéens. Et nous verrons bien ce qui va se passer. Maintenant, les mesures actuelles, les mesures que vous avez annoncées il n'y a pas... c'était mercredi. Hier, ouais. Donc, est-ce que vous pouvez les rappeler et dire vraiment aux Guadeloupéens comment est-ce que ça doit se passer sur le territoire?
comment est-ce que vous avez vraiment pensé, et avec qui d'ailleurs, l'organisation donc, de toutes ces mesures barrières concernant cette pandémie? Alors on est plutôt sur une phase descendante des mesures barrières, puisqu'il reste, mais je vais revenir dessus, puisqu'il nous reste assez peu de mesures. On espère maintenant être vraiment sur une phase de fin de cette 5e vague. Le travail, on le fait, maintenant ça va faire 1 an et demi que je suis ici, ça fait presque 1 an et demi que je parle de Covid, et je le fais comme à chaque fois, tous les mercredis avec le comité des élus. Donc en fait, on réunit en visioconférence les maires, les présidents de PCI, le département, la région, les parlementaires, les socio-professionnels. Et donc on évoque le sujet. Ils sont tous présents? Ça dépend des fois, mais on tient en revanche à jour les gens qui sont là. Ils sont en général soit présents, soit représentés. On a plutôt une bonne participation, surtout quand la phase est compliquée. Là en ce moment, comme la phase est plus simple, on a moins de gens présents, mais ils sont en tout cas là. On a quelques fidèles, je pense au maire de Basse-Terre, qui en plus est médecin, et donc lui participe beaucoup à ce sujet. On a quelques élus qui sont vraiment très fidèles à ce travail, et c'est avec eux qu'on travaille, on élabore. En tout cas, je propose les mesures qui peuvent être prises en compte, et puis on échange, et puis je revois, ou parfois je durcis un certain nombre de mesures par demande des élus, parfois je les atténue, enfin voilà. Et donc on chemine ensemble. Mais c'est vous qui portez tout, hein. Et après c'est moi qui définis, c'est moi qui porte la responsabilité. C'est vous qui portez tout de toute façon. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais ça, c'est le jeu, c'est comme ça. Sur ces mesures-là, en tout cas, c'est moi qui porte la responsabilité. Sur d'autres, je pense qu'il faut que Est-ce qu'il ne faut pas avancer ce que les élus souhaitent réellement? Parce que la population dit oui, mais les élus, ils ne participent pas, ils ne proposent pas. Si. Les élus, sur le domaine du Covid, les élus, en tout cas les mesures administratives, les élus sont là, on partage ensemble. Et donc, évidemment, c'est moi qui les assume, c'est ma responsabilité. Mais ce sont des choses que nous avons élaborées ensemble. Et donc là, aujourd'hui, il reste quelques mesures encore qui demeurent, et j'espère qu'on va pouvoir, dans les 15 jours qui viennent, on va pouvoir passer à autre chose. On est toujours d'ailleurs en état d'urgence sanitaire aujourd'hui, jusqu'au 31 mars maximum, et j'espère qu'on pourra le lever avant. Donc on a le couvre-feu de 23h à 5h du matin. Il n'y a plus de jauge dans les restaurants, il n'y a plus de jauge dans les commerces. Il reste des jauges dans certains établissements recevant du public ou dans les gradins des stades. Mais c'est à peu près tout ce qui reste. Donc vous voyez, on a vraiment largement évolué. Et l'accès aux plages? L'accès aux plages est ouvert, sauf la nuit. Voilà, sauf la nuit. Là encore, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être relever. De 18h à 5h du matin? Pendant la nuit, voilà. Donc c'est pour éviter quoi? C'est pour éviter les fêtes dont on n'est pas capable aujourd'hui de mesurer l'effet pour le Covid. Donc voilà, attendons encore un petit peu qu'on soit vraiment éloigné pour pouvoir ouvrir tout ça. Pas de bateaux en couple? Les bateaux à couple, c'est pareil, c'est pour éviter Vous vous souvenez que quand on a commencé la 5e vague, quand on a commencé la 4e vague, quand on a commencé la 3e vague, c'était parce qu'il y avait des fêtes qui étaient organisées et qu'on n'arrivait pas à maîtriser le flux et le fait que les gens étaient très proches les uns des autres. Donc en fait, c'est ça qu'on est obligé de lâcher en dernier. Ouais. Alors, ceux qui ont des bateaux et qui veulent aller s'amuser pourraient vous dire oui, mais le carnaval, il est bien autorisé, donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avec nos bateaux? Le carnaval, on travaille avec les organisations de carnaval justement pour éviter que les gens soient trop proches les uns des autres, et on demande à ce que les masques soient portés. D'accord, donc il y a quand même le port du masque qui demeure. Oui, bien sûr. Le port du masque aussi, et ça c'est pareil, j'aimerais bien qu'on puisse le relâcher. D'accord, donc on verra bien ce qui va se passer. Vous êtes confiant, vous êtes serein, vous dites aux Guadeloupéens, patientez encore un petit peu, tout ira bien. Je dis aux Guadeloupéens qu'on a fait beaucoup d'efforts ensemble, le travail a été fait, les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens ont respecté les règles qui avaient été fixées, même si c'est contraignant, même si c'est compliqué, et on voit bien qu'on est sur la bonne tendance, et il faut maintenant qu'on confirme cette tendance. On peut regarder, si on veut, l'exemple de Saint-Martin qui était un peu en avance sur la Guadeloupe sur l'épisode de la 5e vague, et qui là aujourd'hui est descendu en dessous de tous les seuils d'alerte, avec 2 semaines d'avance sur nous un peu. Oui. Donc d'ici mi-mars, on en saura plus. D'ici mi-mars, on devrait être sur la bonne tendance. Voilà, Monsieur le Préfet, merci d'être venu sur ce plateau. Nous aurons à faire un point justement sur un bilan sur ce carnaval, voir un petit peu si ce carnaval a permis que ce virus refasse vraiment surface et puis touche la population. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, un mot à l'endroit des carnavaliers, à l'endroit de la population avant ce déboulé du week-end certainement, et puis des jours gras.
Le mot, c'est de dire qu'on peut s'amuser, et il le faut. Je crois que c'est important, chacun l'attend, mais il faut aussi garder la prudence nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à faire les deux. Parce que sinon après, on ne s'amusera plus. Il était important pour vous de préserver ce carnaval? Oui, c'est vraiment pas seulement pour moi, je crois. Je crois que c'est important pour tout le monde qu'on puisse avoir ce carnaval. Merci, Monsieur le Préfet, d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc demain pour une autre émission. Excellente soirée à tous.